nous sommes dans une confrontation entre deux modèles. Un modèle dominant qui tient malheureusement toutes les clés du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir financier, et puis le pouvoir médiatique. En France, 90% des médias français sont entre les mains de 5 industriels. Vous vous rendez compte de la concentration du pouvoir. Et si Elon Musk n'avait pas déversé des milliards dans la campagne de Donald Trump, peut-être que les choses auraient été autrement. Mais Musk possède tout le réseau Twitter, donc tous les réseaux sociaux, qui sont des gigantesques vecteurs de désinformation, des gigantesques vecteurs de fake news pour dénaturer les positions de l'adversaire, pour les caricaturer. Et donc nous devons résister. Nous devons résister, et nous tous là mobilisés, et c'est le cas donc à Oujda aujourd'hui, essayer de tous ensemble bâtir un nouveau modèle de développement et essayer par le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire d'éroder le modèle dominant, c'est ce que j'appelle l'érosion du capitalisme, petit à petit, pour que notre modèle à nous d'entreprendre autrement devienne une majorité d'entreprises. Mais la lutte est aussi bien économique, sociale, culturelle qu'idéologique. C'est une bataille dans les têtes qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Si nous la perdons, je crains véritablement que l'humanité ait beaucoup de mal à se remettre de ce qui va se passer. Si on prend l'exemple des États-Unis, la protection sociale des hommes et des femmes n'a jamais été véritablement bien assurée par les services de l'État. C'était aux gens eux-mêmes de s'offrir en quelque sorte leur sécurité sociale, leur protection sociale. Et bien sûr, qui a de l'argent se protège beaucoup mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Et toutes les avancées qui ont été réalisées par les gouvernements démocrates, que ce soit celui d'Obama, que ce soit celui de Biden, risquent d'être remis en cause par l'ultralibéralisme de Donald Trump, qui lui ne croit que dans les forces du marché. Donc on peut craindre en quelque sorte qu'il ouvre à la concurrence des secteurs qui jusqu'à présent étaient contrôlés par les politiques publiques. Alors ça peut être la santé, ça peut être également l'éducation, ça peut être la sécurité. On voit par exemple aux États-Unis, de plus en plus à côté des forces de police dirigées par l'État ou bien par les comtés, des forces de police privées, des milices privées. Donc il y a à craindre effectivement une privatisation d'un certain nombre de services qui étaient jusqu'à présent rendus à l'ensemble de la communauté par la puissance publique. Alors la protection sociale en France, elle est assurée par toute une série d'acteurs. Bien sûr l'État, bien sûr le système de sécurité sociale générale pour les salariés et pour les travailleurs indépendants et les employeurs, et puis également par les collectivités territoriales, et puis par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir par exemple qu'en France, pratiquement la totalité des maisons d'accueil pour les personnes âgées ou des maisons ou les établissements de soins pour les personnes âgées sont gérés par des associations, c'est-à-dire sans but lucratif. Donc on voit bien l'implication là de l'économie sociale par le biais du mouvement associatif. Toutes les structures d'accueil aux personnes handicapées en France sont gérées également par le mouvement associatif. Et on voit également se développer, mais ça c'est lié à l'évolution de la société, de plus en plus de prestations de services assurées par des associations et pour les gardes des jeunes enfants, de façon à libérer les femmes pour qu'elles puissent travailler, et également pour tout ce qui peut être service apporté aux personnes âgées pour qu'elles puissent rester dans leur domicile. Il faut absolument une personne âgée dans son domicile, elle a besoin de s'alimenter, elle a besoin de se soigner, elle a besoin qu'on lui fasse des réparations qu'elle est incapable de faire. Et donc il y a à l'heure actuelle en France un fourmillement d'initiatives pour précisément
également assurer ces prestations de services. Donc des associations spécialisées dans l'apport alimentaire aux personnes âgées pour qu'elles puissent avoir un repas décent à domicile à des prix relativement bas. Des associations qui apportent à une personne âgée qui ne peut pas se déplacer des soins infirmiers ou des soins médicaux. Et puis également des prestations qui permettent à une personne âgée de rester chez elle, donc pour effectuer des petits travaux électriques, des petits travaux de plomberie, etc., que la personne ne peut pas faire d'elle-même. Et si elle veut rester véritablement à domicile, et il y a de plus en plus de personnes âgées qui ne veulent pas aller en établissement pour personnes âgées, mais qui veulent rester dans leur domicile, si elles n'ont pas de famille, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'enfants pour les aider et les prendre en charge, elles sont bien obligées de se retourner vers des structures prestataires de services. Et ça, c'est l'économie sociale et solidaire, en émergence, très fort. Moi, je trouve d'abord que le président Macron a fait un énorme pas en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'était une anomalie dans la politique extérieure française, parce que il va de soi historiquement que le Sahara occidental fait partie intégrante du Maroc. Donc déjà qu'il ait fait cet effort-là, c'est important. Bon, il semble que sa visite ait été particulièrement fructueuse dans le sens d'une collaboration entre la France et le Maroc, puisque nous allons être associés à toute une série de développements de grandes infrastructures, en particulier ferroviaires, puisque le Maroc, et c'est tout à son honneur, mise véritablement sur le transport ferroviaire pour désenclaver un certain nombre de régions et de villes. Donc en cela, je suis extrêmement satisfait. Ce qui me fait de la peine, c'est que dans la masse des contrats et des conventions qui ont été signées entre les deux pays, il n'y ait pas eu d'allusion à l'économie sociale et solidaire. Et c'est bien dommage parce que d'abord la France a une expérience dans ce domaine-là qui est très très importante. Il y a à l'heure actuelle presque 3 millions de salariés en France qui travaillent dans les associations, les coopératives, les mutuelles ou ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Donc nous avons une expérience que l'on peut éventuellement transmettre à la demande, bien sûr, de qui veut la recevoir. Et parmi tous les pays de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc est incontestablement un leader sur ces questions-là. Depuis l'accession au trône de Mohamed VI, véritablement, le Maroc, à côté du secteur public et du secteur privé, donne toute sa place au secteur de l'économie sociale et solidaire, en particulier avec des initiatives comme l'INDH et puis tous les programmes d'aide aux gens en difficulté. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on aurait peut-être pu aller plus loin dans les échanges entre le Maroc et la France sur les perspectives de l'économie sociale et solidaire, en particulier dans le domaine universitaire. C'est un domaine que je connais bien. Il y a beaucoup d'universités en France qui sont à la pointe de la recherche en matière universitaire sur les problématiques de l'économie sociale et également sur les problématiques du développement territorial. Et il y a également au Maroc, à l'heure actuelle, beaucoup d'universités qui se sont emparées de ces sujets. Moi, je visite régulièrement le Maroc. Je suis allé à Tanger, je suis allé à Fès, je suis allé à Agadir, je suis allé à Rabat, je suis venu à Oujda. Et partout, on voit bien, à Meknès, on voit bien qu'il y a une très grande demande de la part des universitaires, de la part des étudiants, et puis finalement de l'ensemble de la population pour renforcer les recherches en économie sociale et solidaire. Je suis très préoccupé parce que pendant très très longtemps, on a développé des modèles de consommation et de production sans se préoccuper de leurs conséquences sur la nature et sur les hommes. Résultat, on a tout fait dans le court terme, au fur et à mesure, et on n'a pas réfléchi à ce qu'étaient les conséquences à long terme d'un modèle de développement qui est basé quand même sur une consommation de masse dans les pays développés et donc une production de masse. Or, on ne peut pas vouloir une croissance infinie dans une planète qui est finie. C'est pas possible. Il y a un déséquilibre qui est évident. Et il faudrait donc que, en particulier, alors ça ne concerne pas les pays du Sud, tels que le Maroc, mais il faudrait vraiment que les pays du Nord donnent l'exemple pour éviter les gaspillages, arrêter les politiques de destruction des ressources naturelles, de
sortir des énergies fossiles, d'arrêter en particulier tout ce qui peut être utile à la décarbonisation. Il faut arrêter en particulier le défrichement forestier. Il faut faire très attention à l'alimentation en eau dans les pays riches. Et il faut également que les pays riches, et ça normalement c'est une contrainte des différentes conférences sur le climat, et celle qui se tient à l'heure actuelle en Azerbaïdjan vient de renouveler la demande de transfert massif d'argent des pays riches en direction des pays pauvres, pour lutter précisément pour un développement durable, écologique et fraternel. Les futures batailles entre les pays vont être des batailles pour l'eau. Ça a été des batailles pour le pétrole dans les années 80-2000. On va maintenant se battre pour l'alimentation en eau. Et donc nous sommes malades de la mondialisation, et donc nous sommes tous, enfin ceux qui le souhaitent, le veulent, nous sommes à un moment clé où il faut absolument créer un nouveau modèle de développement. Mon dernier bouquin s'appelle donc Demain il sera trop tard, pour la création d'un nouveau modèle de développement. Il faut absolument que nous arrivions, tous ceux qui se sentent mobilisés et effrayés par la rapidité de l'exploitation des hommes et de la planète, à créer un autre modèle de développement basé sur la solidarité, basé sur le respect de l'environnement, basé sur la démocratie, basé sur la volonté des hommes et des femmes de se réapproprier leur devenir économique. Alors, un pays comme le Maroc a bien compris ces enjeux, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de votre souverain, Mohamed VI, le Maroc, et en cela il est un précurseur en Afrique, a lancé une gigantesque campagne de mobilisation autour des thèmes de l'économie sociale et du développement territorial, puisque ça s'est accompagné de tout le mouvement de régionalisation et de décentralisation que connaît votre pays. Et c'est vrai qu'en cela, le Maroc fait figure d'exemple, moi j'ai pu le constater dans tous les pays africains, parce qu'il est en avance sur la plupart de ses voisins. D'abord par le fait de la reconnaissance officielle par un ministère de l'économie sociale, par une direction spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, et également par la création de l'INDH, qui est véritablement une très belle réussite, pour permettre d'irriguer l'ensemble du territoire et pour soutenir tout ce qui est porteur de projet et tout ce qui est développement territorial. Alors je fais un dernier saut, et puis j'en aurai terminé parce que je ne voudrais pas être trop long, avec ce qui se passe en France. En France, nous sommes en 2024, donc, et ça fait 10 ans que la loi cadre a été votée, et nous sommes donc en train d'en faire l'évaluation. J'en parlerai dans l'atelier dans lequel je participe tout à l'heure, mais la plus belle réussite de cette loi cadre a été la création de ce que nous appelons en France les PTCE, les programmes territoriaux de coopération économique. Ce sont des programmes qui, un petit peu, avec ce qu'a dit Adil tout à l'heure, ont amené tous les acteurs d'un territoire à se regrouper pour essayer de trouver des filières nouvelles qui permettent de sortir un territoire, qui permettent de le reconvertir, qui permettent de le sortir de son isolement, qui permettent de l'organiser de telle façon à ce qu'il soit performant, pas forcément à l'exportation, mais performant au niveau de la satisfaction des besoins d'un territoire. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut peut-être pas tellement vouloir créer et entreprendre pour exporter, mais d'abord pour satisfaire les besoins locaux, parce qu'on se rend compte que l'ensemble des pays à l'heure actuelle, victimes de la mondialisation, ont perdu parfois leur autonomie alimentaire, leur autonomie énergétique, et qu'il faut donc investir dans tous ces secteurs que nous avons délaissés et qui ont été pris par le marché international. C'est la nécessité de mettre en valeur les produits du territoire, c'est la nécessité de mettre en valeur le patrimoine géographique, historique, c'est miser sur le tourisme durable, sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire,
Il y a du travail à faire au Maroc sur le problème de la gestion des déchets et du traitement des déchets, sur des nouveaux moyens de circulation, sur l'artisanat local, sur les services à la personne, bref, tout ce qui s'inscrit dans le développement durable et qui permet un développement économique porté par les valeurs de solidarité et de démocratie et surtout du respect de l'environnement.